Bonjour chers sixièmes, nous voilà ici pour une nouvelle séance qui va concerner ce qu'on appelle le mode impératif. Eh bien, je me charge de tout vous expliquer dans la seconde. Commençons par regarder notre plan de séquence et nous allons voir qu'ici, nous quittons indirectement Vendredi ou la vie sauvage pour travailler ce qu'on appelle le mode impératif. Nous avions déjà parlé du passé composé dans cette séquence. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que dans les dialogues, le passé composé est le temps bienvenu. En revanche, l'impératif, eh bien si vous regardez effectivement à la fin de cette séquence, il y a une évaluation. Donc l'évaluation est une rédaction. L'impératif est le mode de l'ordre. Qui donne des ordres? Robinson. Peut-être que vous serez amené donc à devoir maîtriser l'impératif. On peut commencer ici notre séance concernant l'impératif, mais au présent. Bien entendu, comme vous le voyez, l'objectif, chaque fois que l'on apprend un temps et son mode correspondant, eh bien d'abord, il faut savoir le conjuguer, ensuite, il faut pouvoir savoir quand on l'utilise. Ce sont les deux étapes systématiques et obligatoires pour apprendre un temps. Bien, quand on parle d'impératif, on parle d'un mode. Le plus souvent, on ignore un petit peu ce que cela signifie, mode. Alors moi, je me propose de tout vous expliquer. Par exemple, je suis certain que si je demande à une personne de me conjuguer le présent de l'indicatif, elle saura conjuguer le présent d'indicatif. Mais si je m'arrête une seconde et que je lui demande mais qu'est-ce que c'est que l'indicatif? En règle générale, on se retrouve un petit peu circonspect, on réfléchit. Il est vrai qu'on utilise souvent ces termes, indicatif, impératif, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. Alors avant de commencer à entrer au cœur même de l'impératif, voilà le programme que je vous propose. D'abord, vous expliquer rapidement ce qu'est un mode. Ensuite, eh bien, évidemment, apprendre à conjuguer l'impératif. Vous allez voir, ça va assez vite. Alors, conjuguer l'impératif présent. Et enfin, nous verrons qu'il y a quelques particularités orthographiques, disais-je, à prendre en considération lorsque l'on conjugue un verbe au mode impératif. Commençons. Il ne faut pas confondre ce que l'on appelle un temps et ce que l'on appelle un mode. Alors, le temps fait varier un verbe, le mode également. Alors, pour cela, il faut bien distinguer que les temps, ce n'est pas très compliqué dans l'absolu. Vous avez le passé, le présent, le futur. Il y a bien sûr, lorsqu'on regarde l'indicatif, quelques petites variations. Mais globalement, c'est ça, le temps. Si vous vous situez soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Bien. Le mode, c'est tout autre chose. Le mode, c'est la manière dont vous allez vous représenter l'action du verbe. Alors, j'aime bien parfois raconter une histoire qui rend tout de suite explicite ce que c'est qu'un mode et en plus, en quoi finalement ça le différencie d'un temps. Alors, voici un exemple. Imaginons une petite histoire. Nous sommes en été, les parents sont au bord de la piscine et leur enfant est en train de se baigner. Seulement, 18 h arrive, il est temps de partir. Les parents ont plusieurs possibilités pour demander à l'enfant de sortir de la piscine puisqu'il s'agit de partir. Vous allez voir que je vais systématiquement employer le présent, mais je vais changer le mode. Donc ce sera toujours le même temps, le présent, mais ce ne sera jamais le même mode, et déjà, vous entendrez que le verbe varie selon cet aspect. Les parents peuvent dire à l'impératif, le mode où il n'y a pas, où les pronoms personnels sont sous-entendus, peuvent lui dire « sors de la piscine ». Ils peuvent employer
l'indicatif, ce qui se fait, on en reparlera. Tu sors. Ils peuvent employer le conditionnel. Tu sortirais, sous-entendu, si tu étais mignon. Ils peuvent employer encore le subjonctif. Le subjonctif se reconnaît parce que c'est un mode qui se conjugue avec que devant. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, etc. Alors il pourrait lui dire, il faut que tu sortes. Bien. Ici, vous voyez que le verbe a systématiquement varié, mais le temps, jamais. Alors c'est là que j'aime à poser une question, parce que très souvent, on se laisse prendre. Selon le mode qu'emploient les parents, on peut calculer le degré d'agacement ou d'irritation de cela, ou dirais-je, d'empressement. Combien de temps reste-t-il au petit garçon pour sortir selon le mode qu'auront employé les parents? Et j'aime même poser une autre question. Quel est le mode qui montre que les parents sont les plus agacés et qu'il est nécessaire que l'enfant sorte tout de suite? Je vous laisse deviner, quel est le mode ici qui montre que l'enfant devrait sortir le plus rapidement possible parce que les parents sont très pressés? La plupart d'entre vous, vous allez répondre que le mode qui montre que les parents sont pressés, c'est l'impératif. Sors! Point d'exclamation. Eh bien, à cet égard, vous vous trompez. Certes, l'impératif implique un ordre immédiat probablement, mais ce n'est pas l'impératif ici qui montrera le plus grand empressement des parents. Regardez, si je prends à l'impératif « sors », combien de minutes reste-t-il? Imaginons à peu près. Peu importe, parce qu'on devra de toute façon faire varier cette temporalité. Regardez, si je dis « sors », l'enfant comprend qu'il faut sortir tout de suite. Le temps qu'il sorte, il lui faut bien 3-4 minutes. Laissons de côté tout de suite indicatif, prenons d'abord le conditionnel. Tu sortirais si tu étais mignon. Combien de temps reste-t-il? Eh bien là, si l'enfant n'est pas mignon, vous risquez d'attendre longtemps, ou alors, s'il est mignon, allez, il lui reste un peu plus qu'à l'impératif. Il peut se dire encore un petit quart d'heure et je sortirai. Je n'abuserai pas de la situation. Si les parents utilisent « il faut que tu sortes », ici on est dans le subjonctif, c'est le mode du virtuel, c'est-à-dire que c'est l'action qui est incertaine. On n'est pas sûr qu'elle va se produire. Lorsque vous dites « il faut que je finisse ce travail », vous savez que vous devez le faire, mais l'action est virtuelle, vous ne savez pas si vous le ferez. Donc ici, il reste à l'enfant, oula, peut-être encore, là aussi, 15 à 20 minutes. Maintenant, si l'on regarde l'indicatif, parce que c'est ce qui m'intéresse, combien de temps reste-t-il? Je vous sens en train de réfléchir. Qui a dit rien? La personne qui a dit ça a raison. Ici, quand vous dites « tu sors », eh bien, c'est absurde. Pourquoi? Parce que l'indicatif, c'est le mode du réel, c'est-à-dire que vous indiquez ce qui se fait réellement. Si vous dites à l'enfant « tu sors », cela signifie qu'il est déjà en train de faire l'action au moment où vous le dites, ce qui est strictement impossible. Donc, c'est bien à l'indicatif que l'on ressent le plus grand agacement lorsque les parents estiment qu'il faut partir. Le problème, c'est que ce n'est pas bien.
On n'utilise pas l'indicatif à la place de l'impératif, même si c'est une faute de langage qui s'étend constamment. Par exemple, qui n'a jamais dit « tu manges »,« tu finis ton assiette »,« tu reviens »,« tu pars ». Toutes ces formulations à l'indicatif sont des erreurs langagières, sont des fautes de langue. Et j'irai plus loin. Pour certains, c'est un manque de délicatesse. On ne peut pas donner un ordre en utilisant l'indicatif. Autrement dit, on ne peut pas utiliser l'indicatif à la place de l'impératif. Bien, cet exemple donné, vous avez donc compris que le mode, c'est la manière dont vous représentez l'action du verbe. Si vous employez l'impératif, c'est que l'action doit être un ordre. Si vous employez le conditionnel, c'est que l'action va être soumise à une condition. Vous comprenez donc ce qu'est un mode. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mode impératif, le mode par lequel on donne le plus souvent un ordre. Il y a d'autres valeurs, nous allons le voir maintenant. Observons. Alors commençons évidemment par la conjugaison, ce qu'on appelle la morphologie. Comment conjugue-t-on l'impératif? Alors évidemment, on va parler de l'impératif présent. Donc comment conjugue-t-on le présent de l'impératif? Eh bien, le mode impératif a quelque chose de particulier. Regardez, par exemple, le verbe manger. On constate qu'à l'impératif, on ne trouve seulement que 3 personnes. Et plus encore, regardez, on ne voit pas les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous, il, elle. Non, rien de cela avec l'impératif. Mange, mangeons, mangez. Il y a simplement à l'impératif présent 3 personnes. Et ces 3 personnes sont sous-entendues. Quand je dis mange, sous-entendu tu manges. Quand je dis mangeons, sous-entendu nous mangeons. Quand je dis manger, sous-entendu vous mangez. Donc, le tu, le nous et le vous sont les 3 seules personnes de l'impératif, et encore on ne les entend pas, on les reconnaît grâce à leur terminaison, puisqu'ils sont sous-entendus. Alors prenons maintenant, lorsqu'on apprend un temps et un mode, de 3 verbes, des 3 groupes différents. Nous avons vu manger, qui est le premier groupe, le verbe finir pour le deuxième groupe, fini, finissons, finissez. Prenons le verbe prendre au troisième groupe, cela donnera prends, prenons, prenez. Essayez. Conjuguez-moi le verbe croire, crois, croyons, croyez. Voilà comment l'on conjugue l'impératif. Mais d'emblée, parce que c'est simple en soi, simplement, il y a de nombreuses erreurs orthographiques qu'il faut absolument comprendre et qui vont vous montrer que je n'ai pas choisi ces 3 verbes au hasard. On va regarder d'abord le verbe manger du premier groupe. Regardez, mange et sous-entendu tu. Seulement, regardez la terminaison, il n'y a pas le S habituel qu'on trouvera par exemple au présent de l'indicatif lorsqu'on dira tu manges, ES à la fin. À l'impératif, les verbes du premier groupe, qui se terminent donc en ER, ne prennent pas de S. Bien. Maintenant, regardez le verbe du troisième groupe, prendre. Les verbes en dreux prennent un S à la deuxième personne du singulier de l'impératif.
Alors on va retenir cela déjà, parce que encore, ici les verbes du troisième groupe ont toujours quelques difficultés, mais surtout, pour les verbes du premier groupe, lorsque vous dites mange, range, eh bien on ne met pas de S aux verbes du premier groupe qui sont conjugués à l'impératif. Voilà pour notre première partie d'observation, mais vous allez voir, évidemment, il y a toujours un certain nombre de cas où eh bien, il y aura une exception. Nous les verrons tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons, maintenant que notre observation a été faite, lire la leçon. L'impératif se conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, à la première et deuxième personne du pluriel, et son sujet n'est jamais exprimé. Autrement dit, il n'y a jamais je, tu, il, nous, vous, il, elle. L'impératif présent a des formes semblables à celles de l'indicatif présent, cependant les verbes du premier groupe prennent E, ONS, EZ. C'est ce que je vous disais, attention, les verbes du premier groupe, pas de S à la deuxième personne. Pour le verbe chanter, nous aurons chante E, chantons ONS, chanter EZ. Mais il y a évidemment quelques verbes ici irréguliers qu'il serait bon de tenir. Je vous ai gardé les éléments les plus usuels du langage. Regardons ensemble. Pour le verbe être, ce sera soit, soyons, soyez. Pour le verbe avoir, est, a-i-e, ayons, ayez. Pour le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Pour le verbe aller, va, allons, allez. Pour le verbe vouloir, nous retiendrons veuillez. Ça sera bien suffisant. Maintenant, nous entrons dans notre première activité, évidemment, où vous allez vous exercer à conjuguer des verbes au présent de l'impératif. Alors, attention, il y a quelques verbes que je choisis aussi pour leur difficulté. Le verbe appuyer, le verbe craindre, leur orthographe doit être bien respecté. Je vous laisse une seconde et nous corrigeons après. À tout de suite. Corrigeons l'exercice. Ici, pour le verbe appuyer, vous voyez que le Y pour la deuxième personne s'efface pour laisser place au I. On ne dira pas appuie, mais appuie. Appuyons, appuyer. Subir, verbe du deuxième groupe. Ici, subit, subissons, subissez. Je vous laisse vérifier l'orthographe. Secouer, secoue, secouons, secouer. Prendre, nous l'avons vu pour l'observation, prend DS, prenons, prenez. Craindre, ici, attention, le D disparaît à la deuxième personne, donc craint, C-R-A-I-N-S, craignons, craignez. Prononcez-le bien de la sorte, de manière à ne pas ajouter de N après le I, ce qui arrive fréquemment. Recevoir, reçoit, recevons, recevez. Vous pouvez donc prendre cette correction et nous allons continuer ici à nos activités. Dans l'activité 2, eh bien, il s'agit de réécrire ces phrases en remplaçant le présent d'indicatif par un impératif. Je donne un exemple et je vous laisse faire les autres. Je dois remplacer le présent d'indicatif par le présent d'impératif. Autrement dit, je dois faire disparaître la personne. Tu vas à la bibliothèque va donner va à la bibliothèque.
Alors, que se passe-t-il pour les prochaines phrases? Je vous laisse les faire et nous corrigeons dans une seconde. À tout de suite. Nous pouvons corriger l'exercice. Alors, tu te reposes et tu ne fais rien. Cela donnait « repose-toi et ne fais rien ». Vous noterez que parfois, j'ai choisi de terminer la phrase avec un point d'exclamation ou avec un seul point. Eh bien, cela dépend de vous. Cela dépend de la manière dont vous imaginez la situation. Vous préférerez parfois mettre un point si, effectivement, la valeur de cet impératif n'est pas immédiatement à un ordre. Ça pourrait être un conseil, ça pourrait être un encouragement, etc. Vous, selon ce que vous pensez, vous ajouterez ou pas un point d'exclamation ou un point. C'est vous qui êtes maître du ton des phrases que vous construisez. Vous savez votre leçon. Sachez votre leçon. Tu as confiance en nous. Aie, aïe, confiance en nous. Voilà, j'espère qu'à ce stade, déjà, la chose est comprise. La conjugaison en soi de l'impératif n'est pas difficile, mais attention aux particularités orthographiques. Deux aspects qu'il ne faut pas oublier lorsque on conjugue à l'impératif. La première, c'est que, après le verbe, on peut rajouter des pronoms personnels. Mais dans ce cas-là, il faut rajouter des traits d'union. C'est important et vous devez y penser systématiquement. Si je dis, effectivement, donne-le-moi, le est un pronom personnel puisqu'il désigne, je ne sais pas, peut-être un stylo. Moi est un pronom personnel. Donc, tant qu'il y a des pronoms personnels qui suivent le verbe conjugué à l'impératif, vous devez mettre des tirets entre chaque pronom. Prends-le, tiré entre prends et le. Rends-les lui. Rends, après tirer, les, tirer, lui. Vous avez donc compris cet aspect. On rajoute des tirets dès lors qu'il y a des pronoms personnels qui suivent le verbe conjugué à l'impératif. D'accord. Petite complexité supérieure encore. Et ce sera l'ultime. Lorsque vous avez à rajouter le pronom personnel en ou y et qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, alors il faudra mettre S. Je m'explique. Regardez. Par exemple, pour donne-moi de tes nouvelles, je peux remplacer ça par donne-en. Le verbe donner est un verbe du premier groupe. Donne, normalement, il n'y a pas de S, mais si je lui accole le pronom personnel en, et vous verrez que ça se passe aussi avec Y, eh bien je dois mettre un S au verbe du premier groupe. Ça donnera donne-en. Pourquoi? Eh bien parce que le français ne supporte pas les hiatus. Le hiatus, c'est la rencontre entre deux voyelles. On sent qu'on a du mal à le prononcer. Donne-en, ça n'irait pas. Bien entendu, cela pour les verbes du premier groupe. Mais aller, qui est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine en ER, c'est l'exception, eh bien lui aussi s'écrit va, VA lorsqu'on le conjugue habituellement à l'impératif, mais si vous rajoutez un I, vous allez devoir lui mettre un S à la fin. Et vous écrirez vas-y, parce que vous ne pouvez pas prononcer vailly. Nous n'aimons pas en français la collusion de deux voyelles. C'est difficilement prononçable pour nous. Bien, alors je récapitule. On rajoute des tirets chaque fois que des pronoms personnels suivent le verbe conjugué à l'impératif.
Si vous avez un verbe du premier groupe ou aller avec en ou y, vous serez amené à devoir rajouter un s, là où normalement on ne le fait pas à la deuxième personne du singulier. Bien. Maintenant, vous allez, dans la prochaine activité, justement, mettre ces formes verbales à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent. Alors, on va les mettre à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent et vous allez voir que ces phrases vont vous obliger, la plupart du temps, à rajouter les pronoms personnels après le verbe conjugué à l'impératif. Vous devez penser à mettre les tirets. Je vous donne un exemple. Tu me les prêtes, ça donnera prête-les-moi. Donc prête ici se termine avec un E, tirez les, tirez moi. Faites les autres et nous corrigeons dans une seconde. À tout de suite. Procédons à la correction. Tu me les prêtes, nous l'avons vu. Tu y vas. Et bien là, c'est le verbe aller. Attention, cela donnait vas-y. Et bien sûr, tirer entre va et y. Tu t'en vas. Cela donne va-t'en. Ah! Mais Monsieur Cadry nous a dit il y a 2 minutes qu'il fallait mettre des tirets entre les pronoms, et puis cette fois-ci, on se rend compte qu'il n'y a pas de tiret, mais une apostrophe entre le T et le en. Oui, pensez-y. On ne voit que trop souvent va-t'en écrit avec 2 tirets. Eh bien là, c'est une exception. Va-t'en s'écrit VA-T apostrophe EN. Photographiez bien cette tournure parce qu'elle est fréquente, très fréquente. Tu y retournes, cela donnait retourne-y. Tu en parles, cela donnait parle-en. Tu nous en parles, ou plus difficile, eh bien là on prend le pronom personnel nous en début, cela donne parle-nous-en. Parle-en-nous manquerait de légèreté. Bien. Continuons. Maintenant, si je récapitule, nous avons appris ce qu'était un mode. Nous avons appris à conjuguer l'impératif présent. Il n'est jamais question, lorsqu'on apprend à conjuguer un temps et un mode, de ne pas savoir quand on doit l'utiliser. Alors, pourquoi utilise-t-on, ou devrais-je dire, quand utilise-t-on l'impératif? Eh bien, l'impératif a plusieurs valeurs. Regardez avec moi dans la leçon. Eh bien, il sert à exprimer un ordre. Il peut exprimer une défense. Il peut exprimer un conseil. Il peut exprimer une invitation, une prière ou un encouragement. Bien. Activité 4. Ici, vous allez réécrire ces phrases en utilisant un impératif. Et vous allez dire ce qu'exprime ce mode. Autrement dit, vous devez reconnaître la valeur de l'impératif. Vous devez dire pourquoi, ici, on a utilisé l'impératif. Exprime-t-il un encouragement, un ordre, un conseil, etc. Je donne un exemple. Tu dois bien faire attention. À l'impératif, cela donne fais bien attention. Donc on est du côté du conseil. Faites les autres, 2 petites minutes, et nous revenons. Correction.
Alors ici, dans cet exercice, vous deviez réécrire ces phrases en utilisant l'impératif et dire quelle était la valeur du mode. Tu te tais et arrête de remuer. Cela donnait tais-toi et arrête de remuer. Ici, nous sommes dans l'ordre. Nous devons persévérer encore. Cela donnait persévérons encore. Et ici, nous sommes du côté de l'encouragement. Bien, comme toute leçon de langue, eh bien, lorsqu'elle se termine, expression écrite. Je vous lis le sujet. Comme tu es perdu dans une ville que tu ne connais pas, tu demandes à l'un de ses habitants de t'indiquer la direction du musée principal. Vous deviez retranscrire les conseils de ce dernier en utilisant un maximum de phrases à l'impératif. Mais en fait, l'exercice était assez simple. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais c'est simple. Imaginez, lorsque vous vous retrouvez perdu, vous demandez votre route à quelqu'un. Il vous dira « Prenez la première à droite, ensuite tournez au feu rouge. Lorsque vous arriverez à ce feu rouge, continuez tout droit. Attention, ne prenez pas la voie de gauche. » etc., etc. Et cela vous permettait de faire une expression écrite exclusivement à l'impératif. Comme nous arrivons à la fin de cette séance, nous allons récapituler ce que nous avons appris aujourd'hui. Première chose, nous avons tout de suite compris ce qu'était un mode. Puisque nous travaillons l'impératif, nous avons compris que le mode impératif, c'est une façon de nous représenter l'action. Quand j'ai envie de donner un ordre, eh bien, j'utiliserai l'impératif. Ensuite, on a appris à conjuguer l'impératif et nous avons constaté qu'il n'y avait que 3 personnes et que ces 3 personnes étaient sous-entendues. Mange, mangeons, mangez. Mais qu'elles n'apparaissaient pas. Pas de pronom personnel devant. Nous avons vu qu'il fallait faire attention avec les verbes du premier groupe, comme mange, chante, range, qui, même si tu est sous-entendu, nous ne sommes pas au présent de l'indicatif, il ne faut pas mettre de S. Bien. On a vu que les verbes en dreux, comme prendre, prends-moi la main, ici, aura un S. Bien. Ensuite, nous avons pu constater que des pronoms personnels pouvaient suivre le verbe conjugué à l'infinitif. Prends-moi, par exemple, la main, dans prends-moi, je mets un tiret entre prends et moi. Bien. Ensuite, et pour finir, nous avons regardé quelles étaient les valeurs d'usage de l'impératif, un ordre, un conseil, un encouragement, une prière, une invitation, etc. Voilà, donc maintenant je pense que vous savez conjuguer l'impératif. Alors, en quel sens cela pourra vous servir pour la rédaction finale? Eh bien tout simplement parce que Robinson est quelqu'un qui donne des ordres. À plus tard.